Salut à toi, ici Angélique et je te souhaite la bienvenue sur Chronique Cosmique, le podcast qui t'emmène dans l'exploration des mondes subtils, de la conscience et des pratiques holistiques. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, je t'accompagne sur le chemin d'une transformation intérieure et d'une spiritualité incarnée, dans ta quête de connaissance et de connexion à l'univers. Ensemble, nous rendons l'invisible concret et accessible pour t'aider à t'aligner et à te relier à la magie de la vie. Alors décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec l'épisode de la semaine. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique Cosmique. Aujourd'hui, je suis avec Loïc Gernaud. Loïc, il est facilitateur en relation, coach, podcasteur, et aussi facilitateur d'ecstatic dance, DJ, tout ça. Enfin, il fait plein de trucs. Et aujourd'hui, on va parler de cercle d'hommes, d'hommes déconstruits. On va parler de tout ce qui touche un peu à ce côté de la masculinité qu'on aimerait voir beaucoup plus souvent. Salut Loïc, Salut Angélique. comment ça va? Ça va. D'avoir pris ce temps avec toi avant, tranquillement de me déposer après une bonne sieste où j'étais un peu la tête dans le chou. Voilà, je me sens prêt à échanger avec toi, puis ça me fait plaisir de te voir, vu que ça fait longtemps. Ouais, c'est Je crois que la chouette. dernière fois qu'on s'est vu, c'était en haut d'une montagne, donc Exact. On s'est rencontrés par hasard, hein, même si vous savez que le hasard, je n'y crois pas, tout en haut du mont Ursuya, un dimanche après-midi. Voilà, et on a passé 1 heure à discuter tout en haut, c'était chouette. Il y avait beaucoup de messages, hein, je pense, qu'on ouais. a dû se passer. Non, comme tu dis, pour moi, c'était pas par hasard. Ouais. Effectivement. Et du coup, aujourd'hui, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast, Merci. parce que toi aussi, tu as un podcast qui s'appelle D'homme à homme, et que j'ai écouté quelques fois sur des sujets qui me touchaient. Mais c'est vrai que ta cible, c'est plutôt les hommes, et c'est aussi de ça qu'on va parler, non? Ah, j'avais un petit nom. Ouais. Je m'aperçois de plus en plus que les femmes sont très intéressées aussi. Il y a même des fois, honnêtement, où je me dis: «Tiens, est-ce que je me trompe pas de cible?» Est-ce que là où les hommes ont encore du mal à s'ouvrir, est-ce que ce serait pas plus intéressant, simple, d'ouvrir, en ciblant les femmes sur, on va dire, oui, porter un autre regard sur le masculin et faire une paix avec le masculin. Quand je regarde, les statistiques, on va dire que c'est quand même 2 tiers d'hommes et 1 tiers de femmes, généralement. Après, ça dépend des épisodes, ça dépend des thématiques. Tu peux être sûr que dès qu'on est sur la thématique du couple, de la relation, de la sexualité, beaucoup de femmes écoutent. Mais non, ça tend à s'équilibrer, on va dire. Voilà, les femmes aussi écoutent, justement pour être curieuses de voir d'autres façons d'être homme et de voir aussi de quoi les hommes héritent et ce qui est possible, en fait, aujourd'hui. Ouais, et c'est aussi peut-être pour elles un moyen, d'aider, leur chéri à s'améliorer aussi, puisque peut-être que l'homme ne fait pas lui-même la démarche d'écouter les podcasts, et puis peut-être que, il y a quelque chose qui l'inspire. Elle dit: «Ah tiens, tiens mon amour, écoute ça s'il te plaît». Ça me Oui, bon, il y a sûrement de ça, hein, et je pense qu'il y avait vraiment déjà, et je le vois notamment à travers le milieu de développement personnel où beaucoup de femmes de plus en plus sont en train de se rendre compte de ce que les hommes ont hérité et du coup, il y a beaucoup de femmes qui portent un regard maintenant beaucoup plus doux, sur les hommes. Ça veut pas dire qu'elles excusent tout, j'ai envie de dire, et bien évidemment. Mais je pense que ça apporte de la douceur et aussi de voir que effectivement de l'espoir, de voir que les mentalités, elles sont en train de changer, qu'il y a des permissions, des ouvertures qui sont faites. Mais ouais, non, ouais, ça me fait penser, tu vois, à un témoignage que j'ai eu d'une femme qui m'a dit: «Ouais, avec mon copain, on écoute les épisodes chacun de notre côté, puis on se retrouve ensemble et on en discute et ça nous permet de nous comprendre, d'avancer dans notre relation», et tu vois, rien que le dire, ça me fait des frissons, tu vois? C'est beau ça, c'est ce que je souhaite
Ouais, qui est une réconciliation du masculin et du féminin. ouais, complètement. Mmh. Avant d'aller plus loin, je Mmh. pense, sur ce sujet, j'ai envie de te demander, comme d'habitude, l'histoire de ton éveil, spirituel. Comment c'est arrivé? Et si peut-être que tu étais un enfant déjà, éveillé? Alors c'est vrai quand tu m'as dit un peu de ce dont on avait parlé, ça c'est le côté enfant, c'est encore c'est une des thématiques à laquelle j'aimerais me reconnecter, à cette partie de ma vie, parce que j'ai très peu de souvenirs, en fait, de mon Mmh. enfance. Avant mes 12 ans et j'ai je me souviens plus de l'enfant que j'étais par, les commentaires de ma mère, en fait. J'ai très peu de souvenirs, d'avant mon collège, en fait. J'en ai quelques-uns, bien évidemment, mais j'ai du mal à me reconnecter encore à cet enfant que j'étais. J'ai quand même ces sensations par, effectivement, ce que m'en a dit ma mère et aussi moi, que j'étais un enfant très joyeux, déjà très social. J'allais très facilement vers les gens et j'avais déjà cette, qualité, en fait, dans un groupe, de faire en sorte, qu'il se passe des choses. Heu, voilà, donc j'ai malheureusement peu de souvenirs, un peu d'un côté créatif, parce que quand que ce soit le dessin, que ce soit la poterie, c'était des choses sur lesquelles, j'aimais beaucoup, ouais, j'avais vraiment ce côté créatif que j'ai mis de côté, je pense que courant collège, parce que, bah, les garçons, ils font autre Mmh. chose. Et sinon, pour revenir aussi à ta question, je dirais que cet éveil, il s'est fait en plusieurs temps. Le premier, ça a été de me rendre compte que j'étais sur un chemin qui était pas du tout OK pour moi, en fait, dans lequel je me sentais profondément malheureux. J'avais, à 32 ans, à peu près tout ce que je souhaitais, en tout cas ce qu'on la société nous avait dit pour avoir le bonheur. Voilà, et j'avais une jolie chérie, j'avais une maison, j'avais une voiture, j'avais un bon boulot, j'avais des potes, j'avais tout ce que je voulais dans ma maison, une cave à vin, j'avais toutes les consoles, j'avais un système son de ouf. Et j'étais profondément malheureux. Et donc du coup, bah, ça a commencé par, il y avait quelque chose qui m'appelait déjà avec l'étranger, d'aller, de sortir en fait de cette bulle ou cette case qui me convenait pas du tout, et déjà d'aller découvrir le monde. Donc il y a eu cette première phase, où je suis parti en Amérique du Sud, voyager puis y vivre. Et ensuite, il y a eu une deuxième étape qui a été, une relation, heu, très perturbante, que je qualifie de toxique, qui m'a, ouais, je sais pas si tu moi j'ai souvent cette image, je sais pas si tu t'en souviens c'est quoi? C'est les Looney Tunes, de Taz, le diable de Tasmanie là, qui tourne sur la bah, j'ai l'impression que cette femme, elle est un peu rentrée en moi, dans mon intériorité, et le diable est passé, elle a tout ravagé, et je suis ressorti vraiment complètement, ouais, perdu, détruit, Mmh. en me demandant ce qui venait de se passer, avec une estime de moi très, très basse. Et puis en fait là, j'ai mis des mots, sur des ressentis qui étaient la dépendance affective, et là j'ai eu une première illumination qui a fait que, OK, en fait, là j'ai commencé à m'intéresser à moi, à mes fonctionnements, comment j'avais grandi, à prendre du recul sur mes comportements, sur ce dont j'avais hérité, à me comprendre en fait. Et du coup là j'étais dans une espèce d'enthousiasme, d'excitation, de me comprendre en fait, parce que je sais que ça fait partie de moi, de mes besoins profonds, la compréhension. Mmh. Et dans, je vais dire, la troisième étape, elle a été un séjour, c'est pas séjour, c'est une retraite, pardon, de méditation, Mmh. Vipassana de 10 jours, qui a été, incroyable. En plus, elle a été dans un timing qui était, 1 ou 2 mois avant le Covid. Mmh. Chose qui, je pense, a beaucoup joué sur la suite de ma vie. Mais une retraite Vipassana de 10 jours, une retraite silencieuse, où
Ouais, pour moi, c'est une des plus belles expériences de ma vie, quoi, d'être seul face à moi-même pendant ces 10 jours, de refaire toute ma vie, d'avoir des souvenirs qui, justement, venant de nulle part, des émotions, des pleurs, des prises de conscience, des leçons, des moments d'extase, vraiment au moment où d'un coup pendant je sais pas combien de temps ça a duré puisqu'il y avait plus de temps, mais où il y avait plus de pensée. Bref, et de là, ouais, là on va dire que ça a complété, bien sûr après ça reste un chemin, tu vois? Mais en tout cas là, ça a fini je crois de d'entamer le réveil. Mmh. OK. Et à quel moment tu t'es dit que tu allais en faire quelque chose, comme ce que Pendant le tu fais pendant le maintenant? covid, OK. parce qu'à ce moment-là, de cette retraite, je suis en Amérique du Sud. Après 10 ans d'informatique, quand je suis parti en Amérique du Sud, en fait, je me suis, reconverti dans le tourisme, dans le voyage. Et à ce moment-là, je suis en Amérique du Sud pour entamer, après avoir été conseiller voyage, je m'apprête, même je commence ma carrière de guide accompagnateur. Et donc, le Covid me ramène en France. Mmh. Et du coup, je décide de garder ces qualités d'accompagnant, que ce soit quand j'étais guide accompagnateur, conseiller voyage et même dans l'informatique. En fait, j'étais déjà dans l'assistance et le support et je me dis, j'ai envie de garder toutes ces qualités relationnelles. Tu vois, même quand je travaillais dans l'informatique, en fait, avec du recul, j'aimais pas du tout l'informatique. Par contre, j'aimais ce côté assistant, support, relationnel. Et j'ai gardé, du coup, toutes ces qualités, toute cette dimension pour l'amener dans un milieu dans un domaine qui faisait sens, en fait, pour moi et qui était justement d'accompagner les autres. Mmh. Et puis là, ça s'est fait là aussi progressivement, assez curieusement, quoi. Donc, bien sûr, ma rencontre avec la méditation a été déterminante. Donc, de pouvoir transmettre, accompagner à cette pratique, pour moi, c'était important. Donc, c'est pour ça que je me suis formé. Je me suis formé aussi au coaching de vie, à la facilitation de cercle. La facilitation de cercle, c'est venu un peu après. Et Mmh. oui, quand je me suis lancé autour du coaching et de la méditation, très rapidement, on va dire que l'univers m'a montré que j'avais quelque chose à faire du côté des hommes. Mmh. J'ai fait une retraite là aussi, une nouvelle retraite au village des Pruniers. Et je me suis retrouvé du coup qu'avec des hommes dans cet environnement en fait où tiens on est 10-15 mecs et puis on peut parler de tout dans une certaine sécurité et parler de justement des codes, des conditionnements qu'on a reçus et on peut parler avec des choses avec profondeur, de parler de nos émotions, de nos ressentis, notre sensibilité. Et ouais, et je l'ai pris comme un signe et très rapidement en fait je me suis lancé aussi dans l'accompagnement des hommes, dans la facilitation des cercles et dans le coaching. Et puis voilà. Puis le podcast, et Mmh. puis les retraites, et puis plein de choses. Ouais. Il t'apporte quoi le podcast? Euh, des rencontres déjà. Mmh. Euh, c'est, j'adore, j'ai toujours adoré rencontrer les gens en fait. Donc déjà, ça me permet de rencontrer des gens aux quatre coins de la France, même du monde, puisque j'ai eu un Québécois aussi au micro, donc c'était chouette. Ouais. Vu que je suis un curieux, en fait, ça me permet aussi d'aller creuser des thématiques qui m'intéressent et que j'ai envie de partager. Puisque je reçois des gens qui écrivent des livres, qui font des retraites, qui accompagnent aussi les hommes, Mmh. qui accompagnent les couples, la sexualité, la paternité. Euh, ouais, ça me nourrit en fait. Mmh. Ça me nourrit par la relation, par les connaissances, par la compréhension, parce que c'est aussi, tu vois, le dernier épisode que je reçois des femmes aussi, en fait, Ah oui. autour de la Mmh. question du masculin. Et une femme qui a écrit un livre qui s'appelle Le corps sensuel masculin, euh, qui est l'histoire du patriarcat, en fait, et comment nous hommes, on a reçu ces injonctions à la virilité. Et par exemple, c'était super intéressant de lire ce livre, de comprendre d'où je viens, en fait, de quoi j'ai Mmh. hérité, tu vois, Ouais. de l'histoire de chaque époque, qu'est-ce qu'elle a apporté, qu'est-ce qu'elle a. Ouais. Mais c'est assez troublant de se dire, ok, on a 5000 ans d'histoire en fait derrière
à dégommer. Donc Ouais, j'avoue. ça se fait pas Mhm. en ça se fait pas en quelques mois, tu vois. Des fois, quand j'entends qu'on voudrait, ouais, j'ai l'impression des fois on voudrait que les choses elles changent plus rapidement que ce qu'elles, de la façon dont elles se sont installées, quoi. Donc, mm, C'est vrai, ouais. Ouais, mais c'est bien que ça vienne aussi d'un homme, tu vois, ce discours. mm. Et c'est vrai, c'est pour ça que c'est précieux. Tu traites quoi comme sujet un peu... C'est quoi le but du podcast, plutôt? D'amener de la compréhension, Ouais. de la compréhension pour les hommes, de la compréhension pour les femmes, comme je disais tout à l'heure aussi. D'explorer des thématiques. Moi, je suis un passionné de la relation à soi et la relation aux autres et de la relation au monde, à la nature. Mhm. Euh, ces trois dimensions. Donc, tu vois, premier épisode de la 3e saison, c'était sur questionner sa relation à l'argent. Là, par exemple, questionner sa relation à l'argent, c'est une thématique qui est nourrissante, enrichissante, C'est vrai. et qui peut en plus venir éclairer la façon dont tu vois, la façon ta relation à l'argent peut aussi éclairer ta relation amoureuse. Parce que c'est à peu près les mêmes mécanismes en fait ouais, C'est euh, vrai. qui se mettent en, en place, tu vois. Tu as reçu Maureen Mollet, on en discutait tout à l'heure, Mhm. et qui parle beaucoup des liens d'attachement, tu vois. Et, tu peux comprendre tes liens d'attachement dans ta relation aussi à l'argent. Ok. Donc voilà, donc après, sur les thématiques, il y a la sexualité, tu vois. L'épisode qui vient de paraître aujourd'hui, là, après un Ouais. mois de pause, c'est sur la sexualité, parce que c'est vraiment, je crois, là où il y a beaucoup de taf. Et puis aussi, je pense que c'est un endroit où c'est, j'ai envie de dire, plus facile d'aller venir alpaguer les hommes. Euh, Quand je vois que les, les espaces où ils ont plus de facilité, on va dire, à se tourner, c'est le tantra. Même si tantra est... bon, je vais pas rentrer dans un débat, mais... Mhm. euh, Mhm. donc oui, la sexualité, justement de sortir des codes, de l'injonction à la virilité, Ouais. de tout ce que malheureusement, notamment la pornographie a influé sur Oui. notre société. Mais donc du coup, ouais, la paternité, pour moi, est aussi une thématique très importante, parce qu'on a en- aujourd'hui, il y a beaucoup de changements aussi à ce niveau-là, mais on a eu beaucoup de pères absents dans toutes les précédentes générations, absents, Ouais. on va dire, dans le foyer, dans le relationnel, dans l'affectif, ce qui crée pas des hommes, mais des garçons, j'aurais envie de dire, C'est vrai. et ce qui influe en fait sur les relations hommes-femmes, notamment aujourd'hui. Mm. Donc la paternité aussi, tu vois, tu me demandais ce que ça m'apporte le podcast. J'aime bien aussi proposer régulièrement des cercles ou des ateliers Mhm. dans le cadre du podcast, et j'avais fait un cercle d'hommes que j'avais appelé Quel père je suis, et de je suis, du verbe être, mais du verbe suivre aussi. Mm. C'est-à-dire de quoi j'hérite de mon père, en fait. Moi, je sais que j'aime mon père comme il est, même s'il m'énerve des fois, il m'agace. J'ai compris de quoi il avait hérité aussi de mon grand-père. Mhm. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu un modèle de père affectif, donc bah, lui, il a reproduit simplement. Et moi, je sais que j'étais, tu vois, je te parlais dans, dans cet éveil que j'ai eu, comme je dis, j'étais à 2 doigts de reproduire le schéma de mon père. Mon Mm. père avait plus des envies de voyage, etc. Et puis finalement, il m'a eu avec ma mère. Et moi, j'étais à 2 doigts aussi d'avoir un gamin, et alors que profondément, j'avais pas du tout envie à ce moment-là. Et, euh, et j'ai cassé ce schéma pour dire non, non, moi je veux partir sur autre chose. Et voilà, donc oui, la paternité, ouais, fait partie des thématiques. Et puis bah, le couple, la relation à l'autre, Mhm. Ouais, je ouais, vois. Tout ce qui permet, en fait, de d'amener à l'homme à se déconstruire. ouais. Ouais. Alors j'aime pas ce terme. Non. Honnêtement, OK. je suis pas fan. Je, c'est une discussion que j'ai régulièrement, parce que Mhm. et pour n'importe qui, hein,
Mais je me souviens avoir une discussion avec une thérapeute qui disait: «Mais, pour moi, arriver avec déconstruire comme ça, c'est un peu violent, en fait». Justement, j'ai Mmh. l'impression de ce Taz dont je te parlais tout à l'heure qui va tout détruire et il reste quoi, en fait? Et cette thérapeute, elle avait des mots très justes qui vibraient pour moi. C'était: «On peut pas déconstruire avant de construire, déjà». C'est-à-dire que je pense que c'est ça aussi, des fois, qui peut faire peur à peut-être des hommes et à des personnes. C'est d'arriver à dire, «Faut que tu te déconstruis». C'est comme si tu cassais tout et il reste quoi, en fait? Et je pense Mmh. que c'est pour ça que c'est pas un terme que j'aime et OK. j'aime mieux dire que, mettre de la conscience, réajuster et parce que aussi, heu, tout n'est pas mauvais, en fait. Je pense que l'important, elle est de mettre de la conscience, de la présence et de choisir. Si je prends un exemple, pareil, dans le podcast que je faisais l'autre jour avec cette femme, sur la virilité. C'est-à-dire que le modèle de virilité, le modèle en lui-même, oui, il est désuet, il faut en sortir, mais la virilité en elle-même, pour moi, elle est pas mauvaise si elle est consciente et choisie à un moment, elle peut être belle, en fait. Et, euh, et c'est pour ça que déconstruire, ouais, il y en a qui parlent de réajustement, pourquoi pas. Mmh. C'est l'idée déjà de prendre du recul, mettre de la conscience et choisir, en fait, quelle personne tu as envie d'être, en fait. Pour moi, c'est ça et peut-être que tu vas garder des choses, peut-être que tu vas pas garder d'autres choses en fonction de qui tu es, de quoi tu as besoin, de ce qui est en face de toi aussi, parce que c'est ça aussi. Hem, Ouais, je vois. mais voilà, et au passage, on parle beaucoup aussi de déconstruction de l'homme, mais je pense qu'il y a un moment aussi, faut se rendre compte qu'il y a aussi des schémas chez les femmes qui sont Oui, bien bien sûr. ancrés inconsciemment et Mmh. qui ont besoin, tu vois, notamment sur cet aspect émotionnel, sensible. Alors pareil, on peut pas, je pense, généraliser, mais tu vois, j'aime bien prendre cet exemple des fois, mais je me souviens, je faisais du théâtre d'impro avant, et l'année dernière, je sors d'un spectacle et je commence à discuter avec une femme et je dis: «Ah, en plus, ce qui est trop chouette, c'est, je lui dis: «C'est trop chouette de jouer avec les émotions dans le théâtre d'impro et tout ça». Elle me dit: «Ah ouais, ouais, ça doit être chouette et puis en plus pour toi c'est facile, parce que t'es gay». Et tu vois, elle le dit de façon affirmative et je la regarde, je fais: «Mais quel est le rapport entre, Ouais. jouer avec ses émotions et mon orientation sexuelle?» Et et là, boum, elle était gênée et cetera, quoi. Et il y a encore quelque chose de ce côté-là qui aussi, chez les femmes, je trouve, alors pas toutes, hein, bien évidemment, Mmh. mais aussi peut-être il y a beaucoup de contradictions. Je crois qu'il y a encore beaucoup de femmes qui, inconsciemment, ancrées, sont attirées par, justement, ce modèle un peu virilité, de force, de sécurité extérieure, Ouais. et qui sont qui des fois, si elles ont un homme qui est trop sensible, on va te dire: «Bah non, Oui, heu, oui, j'en ça veux je veux pas. pas, j'en veux pas». Ouais, ouais, ça m'arrive souvent de discuter avec des femmes qui sont plus conscientes de ces schémas-là, qui disent: «J'ai des potes, voilà, elle va me déconstruire, mais par contre, elle veut pas un homme qui pleure, quoi». Bah, Mmh. OK, mais on fait comment, quoi? Ouais. Alors bien sûr, il y a pleurer et pleurer. Si c'est pleurer pour se victimiser, bah non, c'est pas OK. Si c'est pleurer pour vraiment parce que tu as une émotion de tristesse qui est là et qui est présente et elle a besoin de se délester. Hem, Mmh bref, mh. voilà. C'est pour dire qu'il Ouais. y a Mmh. il y a Non, du il y a je du fais pas chemin. le truc, tu sais, l'homme déconstruit, Mmh. lui tout seul, quoi. Pour moi, Mmh. c'est vraiment Totalement. l'humain. Mmh. Parce que, bah, voilà, c'est aussi de ça dont on parle dans le podcast, hein, c'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Mmh. Et moi, c'est rigolo, c'est un peu l'inverse de toi. Tu m'as parlé de tes statistiques tout à l'heure. Moi, c'est, 1 tiers d'hommes et 2 tiers de femmes. Ouais, j'imagine. Et mais voilà, on est tous, pour moi, en train d'enlever, tu vois, je viens du Nord, donc les maisons sont en briques. Alors la dis la déconstruction, je le vois un petit peu comme une Ouais. tour autour de nous, qui nous empêche d'aller vers l'autre. Mmh. Et pour moi, on enlève les briques qui nous ennuient,
tu vois, les conditionnements, les schémas, Mmh. le transgénérationnel, là, c'est un peu le sujet ces derniers temps, Ouais. que j'ai pas mal exploré et puis, tout ça, ça nous permet, aussi d'entrer en relation avec nous-mêmes, le vrai nous et puis Mmh. d'entrer plus facilement en relation avec les autres. Mmh. Mais oui, on peut parler, d'homme conscient. Ouais. Ouais, en conscient, en chemin, Mmh. moi l'idée elle est surtout déjà, ouais, de choisir en fait qui j'ai envie d'être, de Mmh. pas être, par une réponse extérieure, c'est-à-dire on t'a dit, que tu dois être comme ça, mais de choisir en fait et parce que c'est pour moi c'est ça la liberté, hein, Mmh. mmh, mais tu vois, j'ai beaucoup entendu et notamment parce que ces derniers temps, ça bouge de ce côté-là avec l'affaire Mazan-Pellico. Mmh. Des J'entends des hommes qui ont honte, alors, moi je vais aller à contre-pied, en tout cas, j'ai pas envie d'avoir honte d'être un homme, en fait. Parce qu'un homme, ça se réduit pas à ce qui est, mis en avant dans notre société, en tout cas, c'est parce que les hommes qui trustent les spotlights, c'est, bah, tout le mal du mal, comment on va dire, hein, donc Ouais, mais bon, il y a quand même un système, derrière tout ça et tout à c'est fait. ça, c'est bien là où est le problème. Mmh, Mmh. tout à fait et mais c'est ce que j'ai envie de montrer, c'est qu'un homme, c'est plus que ça, en fait. On peut être plus que ça, c'est beaucoup plus riche, un homme qui écoute pas, qui pleure pas, qui a pas peur, qui dit qu'il a pas besoin, qui prend la parole tout le temps, qui s'impose, qui est tout le temps dans des rapports de domination. Mmh. Heu, c'est plus que ça et ouais. Mmh. Oui, j'en parlais justement avec, une invitée du podcast, sur, ces hommes, conscients, voilà, enfin je reprends le terme, mais Mmh. elle disait: «Mais où ils sont? Où est-ce qu'ils sont?» Elle est thérapeute et Mmh. elle a énormément de femmes qui viennent en constellation, tout ça. Mmh. Mais elle dit: «Mais où vous êtes les hommes?» Elle a Ouais, crié ça dans le podcast, tu vois? Comme un cri de: mmh, «Mais merde, ils sont où mmh. les Ouais, hommes comme ça?» c les choses évoluent lentement de ce côté-là. Moi je le vois moi-même, hein, en proposant des accompagnements pour les hommes, c'est pas simple. Mmh. Hem, je pense qu'il y a, ouais, il y a peut-être 2 choses en tout qui me viennent. Il y a déjà, je pense actuellement un sentiment de honte d'être un homme. Je le dis parce que beaucoup d'hommes l'expriment en fait et Mmh. il y a d'ailleurs des hommes qui sont en train de rejeter complètement ce côté masculin en fait. Ah ouais. Parce que c'est associé à la violence, au viol, aux violeurs, au mal, Mmh. ce qui est, de mon point de vue, pas forcément OK, parce que ça voudrait dire potentiellement alors qu'avant on effaçait toute une identité de nous, c'est-à-dire notre sensibilité, notre vulnérabilité, nos émotions et cetera. Là, potentiellement, on va avoir des hommes qui vont rejeter leur part de force, d'affirmation et cetera. Hem Donc, je pense que déjà, actuellement, il y a peut-être une espèce de retrait en mode, OK, on va un peu la fermer parce qu'apparemment, Mmh. on n'est quand même pas bien vu. Heu, Là où je pense qu'il faudrait faire l'inverse, c'est-à-dire que ceux qui justement, ont entamé un chemin, des démarches de conscience, de vouloir un autre masculin et cetera, se montrent en fait, portent leur Exact. voix parce que je pense qu'il y a plein d'hommes en fait conscients. Il y en a plein. Sauf que, je pense qu'ils se cachent ou ils savent pas qu'ils sont plusieurs. Généralement, de toute façon, c'est ce qui se passe avec le podcast, tu vois? Où il y a des hommes qui arrivent, «Waouh, ça fait du bien d'entendre d'autres hommes, en fait, qui sont en chemin» ou même des hommes qui viennent en cercle. «Ah, ça fait du bien de voir des hommes, en fait, qui se questionnent, qui se livrent, qui parlent d'autre chose que de sujets basiques, en tout cas et avec plus de profondeur». Ouais. Donc je pense qu'il y en a plus qu'on ne pense. Ils sont juste éparpillés, il faut les rassembler un ou Exactement. leur dire que: «Ouais, Mmh. on est plus que ça, t'inquiète». Et après, il y a quand même quelque chose qui est très ancré, tu vois? Tu parlais de transgénérationnel justement. Hem, cet homme qui doit être fort et qui a pas besoin d'aide et qui fléchit pas, qui est pas faible, parce que sinon il est plus un homme. Hem, je pense que c'est encore bien ancré ça.
de pas demander de l'aide, de pas demander d'assistance, tu vois. Euh, j'en vois plein qui sont OK avec ça, mais qui le font pas, tu vois. Et il y a encore quelque chose qui est engrammé et qui est pas autorisé, pas permis. Alors que, waouh, qu'est-ce que ça fait du bien, tu vois. J'ai croisé un homme que j'ai accompagné un moment en cercle, je l'ai croisé là il y a quelques semaines, il m'a dit, waouh, en ce moment j'ai une psy, j'ai un coach. Et c'est génial. Mm. Et bah oui, ouais, parce que ça fait du bien de venir déposer des choses, de se comprendre. Et puis, justement, je trouve que l'association psy coach est parfaite. Tu vois, tu regardes avec la psy ce qu'il y a derrière toi, d'où tu viens et comment tu peux un peu déblayer et lâcher quelques boulets pour aller en coaching et aller de l'avant et te mettre. Il y a un côté très yin-yang, quoi, tu vois. Ouais. Comment tu peux mettre des objectifs, des intentions pour te mettre en mouvement. Donc je trouve ça. Mais voilà, moi ce qui me vient quand actuellement, je pense qu'il y a vraiment ce côté. Ouais, on prend quand même trop de place, donc on va se retirer. Mais ce qui est pas forcément. Il faudrait que justement que d'autres hommes, ce qui commence à se faire tout doucement. Il y a quand même des hommes féministes, on va dire, qui commencent à prendre la parole. Si sur certains aspects, je suis pas forcément tout le temps d'accord avec eux. Il y a vraiment ce sentiment d'autorisation, de se permettre de se faire accompagner, voilà. Et je pense qu'il y a aujourd'hui, clairement, il y a des femmes qui se remettent trop en question et il y a des hommes qui se remettent pas assez en question. Oh, c'est bien vrai ça. Mm. Mais, mais toi, du coup, tu as commencé à un peu mettre ton petit grain de sel dans les Landes et à organiser, du coup, des cercles d'hommes et des ecstatic dance aussi, tu Mm. disais. Mm, mm. Et ouais, parle-nous un peu de ça, en quoi ça permet aussi, de faire un premier pas, les ecstatic dance? L'ecstatique. Ouais. Euh, Bah, là, je pense que c'est une réflexion qui m'est venue. Je pense qu'elle m'est venue il y a à peu près un an. Mais finalement, je l'ai appliqué qu'il y a que quelques temps. Euh, je m'en souviens très bien, j'étais énervé, j'en avais marre de mettre beaucoup d'énergie et d'avoir peu de résultats dans la proposition de cercle, justement. Et quand je voyais que d'autres hommes allaient mettre notamment de l'argent dans des choses très futiles, dans des plaisirs instantanés, immédiats. Et, et du coup, je m'en souviens très bien faire cette balade là au-dessus d'Ainoa dans le Pays Basque et d'être énervé de ça et de me dire mince, ils me font chier à aller vers des trucs très, très basiques alors que bon, je sens très bien qu'ils ont besoin d'autres choses, tu vois. Et je me suis dit, ah bah, en fait, c'est peut-être ça la clé, en fait. Avoir une entrée, en fait, plus accessible, plus ludique, plus simple, qui, dans un coin, va quand même venir t'activer des choses, faire réfléchir, te faire un peu bouger intérieurement. Mmh. Et pour moi, la danse en est un moyen, en fait. Mmh. Parce que justement, à travers la danse, on peut explorer ce yin et ce yang, cette énergie féminine et cette énergie masculine. Et, et, et l'extatique, en fait, c'est marrant, ça s'est aussi joué pendant le confinement. En fait, moi, j'étais DJ notamment des soirées étudiantes pendant 5 ans, dans les années 2000, sur Grenoble. Mmh. Et je kiffais ça. Les gens aimaient beaucoup ma programmation musicale. J'étais honnêtement techniquement pas très bon. En plus, à l'époque, c'était sur CD, donc c'était beaucoup moins pratique, clairement, qu'aujourd'hui où tout se fait de façon digitale. Et, ouais, j'ai fait des soirées devant 1000 personnes et c'était des gros kiffs à l'époque. Et c'est marrant, quand je suis revenu justement d'Amérique du Sud et en France, euh, à ce moment-là, j'ai eu ce sentiment, ce besoin de me reconnecter à ce DJing. Et je me souviens racheter un contrôleur pendant le confinement, pendant qu'on était bloqué, faire 2-3 petits trucs. Et puis très rapidement, j'ai abonné parce que j'avais pas
j'avais pas le... Pourquoi me remettre au DJing? Parce que je me disais, est-ce que tu as vraiment envie de retourner à faire des soirées jusqu'à 3, 4, 5 heures du mat avec des gens, pour la plupart alcoolisés, Mm. dans des conditions qui, à ce moment-là, en fait, vibraient plus avec ce que je souhaitais, en fait. Et donc, du coup, j'ai laissé ça de côté. Et puis, quand j'ai débarqué il y a bientôt 3 ans dans les Landes, je suis allé faire un stage de mouvement libre et de danse libre. Et dès ma première, dès ma première soirée danse libre, en fait, mais vraiment, hein, j'ai commencé ma soirée. Au milieu de la soirée, je fais OK, c'est bon, j'ai trouvé. J'ai trouvé où reprendre ce DJing et le faire pour des, euh, pour des espaces de danse libre, et notamment l'ecstatic dance, parce que la danse libre, c'est au final l'expression libre. C'est un peu comme un cercle de parole. Tu te montres tel que tu es. C'est assez. Quand tu regardes les gens danser, chacun a sa danse, chacun a sa façon de danser, d'interagir. Il y en a qui restent un peu dans un coin, qui sont dans des mouvements très intériorisés. Il y en a d'autres qui sont un peu au sol. Il y en a d'autres, au contraire, qui sont au milieu de la pièce et qui sont comme des foufous et qui interagissent avec les autres. Euh, et c'est pour ça que la danse, pour moi, est une expression comme elle peut l'être dans un cercle de parole. Et je pense que du coup, ça peut être une invitation ludique, accessible et fun, pour, pour un espace de conscience. Ouais, et vu que en plus, les hommes savent pas danser en France. Clairement, pour moi, à chaque fois que je parle d'expression libre, danse libre, les gens me disent, bah si, je danse librement. Non, non. Non, quand t'as juste tes 2 bras en l'air et juste 2-3 petits pas de pieds et de jambes, t'es pas en train de danser librement. T'es juste en train de te conformer à une façon de danser dans un espace. Mais quand tu laisses réellement ton corps danser sur des rythmes, des mélodies, quelles qu'elles soient, et que tu danses plus avec ta tête, parce que les gens dansent beaucoup avec leur tête, c'est dire, ah tiens, j'aime cette chanson, je vais danser, j'aime pas cette chanson, je vais pas danser. Dans l'espace de danse libre, quelle que soit la chanson, peu importe, en fait, tu te connectes à qu'est-ce que ça te fait dans ton corps et comment ça te fait bouger, et c'est ça qui est chouette, justement, d'aller chercher des chansons qui sont très yin, très douces, d'aller toucher avec la sensibilité, la douceur, le ralentissement. Là où tu vas aller derrière, dans les chansons très yang, en mode psy-trance qui tape, et où tu vas aller chercher le feu, et tu lèves les 2 bras en l'air, tu cries, et donc ouais, c'est des espaces très chouettes à animer, et qui apportent. Moi, j'en anime, et bien sûr, je participe. J'adore être danseur aussi, hein, et pour moi, c'est une pratique aujourd'hui qui est essentielle pour moi, quoi, et pour moi, justement, dans cette, alors on va dire déconstruction, on va dire, quand même, gardons ce terme-là, mais il y a un rapport au corps pour les hommes qui est absent, et je sais que moi, la méditation m'a remis en relation avec mon corps, avec mes sensations, avec mes émotions, et parfois là où la méditation est peut-être un peu compliquée pour certaines personnes, parce que je conçois que c'est pas toujours simple de rester sur un coussin pendant des heures, même si je pense que ça peut être très formateur et très très enrichissant. La danse peut être accessible de ce côté-là, quoi, parce que on va aller écouter son corps en mouvement, et ouais. Moi, je sais que la danse, comme la méditation et comme d'autres pratiques, me reconnecte à mon corps, quoi, de ressentir vraiment, tiens, qu'est-ce que je sens là, en fait. Et là où je vois tant d'hommes qui sont là-haut, dans le mental, dans la tête, dans des constructions, dans des peurs. J'avais fait une retraite homme où j'avais participé. Et ça m'avait marqué, hein. Il y avait un moment, je sais plus, un des instructeurs qui dit, qu'est-ce que vous ressentez là? Et il y a un des hommes qui dit, je sais pas, je ressens rien. Il était complètement dissocié de son corps, et pas tellement là-haut que on nous a tellement appris en tant qu'hommes à nous couper, notamment de nos sensations, de nos émotions,
Parce qu'il faut être un homme, faut être dur, etc. Il faut pas avoir peur, faut pas pleurer, faut pas se laisser embarquer par nos humeurs, nos émotions, parce que sinon t'es une femme et donc t'es pas un homme. Et ben tout cette carapace, toute cette coupure, elle demande reconnexion et ça se fait pas en un jour. C'est vraiment, moi je le dis à chaque fois, hein, mais je suis toujours épaté de vous voir, vous femmes, cet accès spontané à vos ressentis et à les livrer. Alors pas toujours et pas toutes, bien évidemment, mais quand même de façon générale, à chaque fois que j'ai forcément beaucoup de femmes dans mon entourage, et c'est assez incroyable de ce côté-là. Il y a plein de fois, je me dis, waouh, comment, comment elles font, quoi. Et tu vois, je prends souvent cet exemple-là. Toi, comme moi, on est dans un milieu de développement personnel, spirituel, etc., qui est très féminin. Je suis toujours assez épaté de voir à quel point c'est compliqué pour vous, les femmes, de vous mettre en lumière, de vous affirmer, d'affirmer qui vous êtes, vos accompagnements, de dépasser ce syndrome de l'imposteur, de légitimité. Là où moi j'ai vraiment vu des collègues, alors qu'elles ont vraiment des capacités d'accompagnement qui sont extraordinaires, mais vous avez du mal à vous mettre en lumière, quoi. Et là où pour moi, homme, ça a été plus simple, vraiment beaucoup plus simple parce que j'ai été habitué petit par les compétitions, par le fait d'être homme, d'avoir ce droit, et puis aussi même cette invitation, et même presque cette obligation aussi, j'ai envie de dire, d'un minimum s'imposer, parce que sinon tu te fais dominer. Et ça soit plus facile de me mettre en lumière. Et bref, je voulais dire ça parce que aujourd'hui, pour moi, on est sur un chemin inverse, entre guillemets, ou en tout cas, on a ce mouvement inverse à faire, qui est que les hommes sont invités à retrouver leur intériorité, et où les femmes d'affirmer leur extériorité, quoi. Donc, c'est là où justement la relation homme-femme peut être ultra intéressante, et même homme-homme ou femme-femme, parce qu'on a tous ces énergies, et il y a des hommes qui ont une énergie féminine plus affirmée, comme des femmes qui ont une énergie masculine plus affirmée. Donc en tout cas, c'est là où dans les rencontres, tu peux trouver une complémentarité, et puis aussi un apprentissage de toi-même via l'autre. C'était une réponse longue. Oui. J'ai eu des questions qui sont venues, mais du tout pas par rapport à ce sur quoi tu as fini. Ouais. C'est pas grave. C'était par rapport à l'ecstatic dance. Ouais. Il y a aussi une libération des mémoires du corps qui se fait à travers la danse libre. Alors ce côté-là, C'est pas ton côté. si, moi j'ai envie de dire sûrement, en tout cas Si. émotionnellement parlant, clairement. Des choses qui sont engrammées, qui viennent se libérer, quoi. Justement, le mouvement est très on est plus qu'une tête, et notamment c'est là où les hommes aussi sont invités à comprendre qu'on est plus qu'une tête, on est aussi un corps, et dans notre corps il y a des choses qui sont, comme je disais, engrammées. Et le mouvement, le fait d'aller venir bouger tout ça, effectivement, peut libérer, quoi. Des émotions. Alors sur plus de choses, je sais pas, mais en tout cas, ouais, émotionnellement parlant, clairement, ouais, il y a des choses qui peuvent remonter, et dans cet état d'extase aussi qu'on peut atteindre, c'est ce qu'on appelle une pratique pour atteindre des états d'énergie de conscience, comme le breathwork, comme la méditation, comme d'autres choses, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Donc on peut atteindre la transe rien qu'en dansant, quoi. C'est ça. Ouais. Et par rapport au cercle d'hommes, c'est quoi donc peut-être pour revenir là-dessus, c'est quoi l'intérêt vraiment pour un homme de venir à ces cercles? Qu'est-ce qu'il va pouvoir trouver par exemple? Déjà, comme je le citais déjà un peu tout à l'heure, de pas se sentir seul. Parce que je pense que justement, un des gros problèmes rencontrés par l'homme aujourd'hui, c'est un grand sentiment de solitude. Donc déjà de trouver
d'autres hommes justement, qui sont en chemin, qui se posent des questions, qui osent aller visiter d'autres parts d'eux. Donc c'est déjà, voilà, retrouver d'autres hommes qui sont dans ce même questionnement, dans ce même cheminement. C'est s'autoriser un espace où on peut se livrer tel qu'on est et déposer des choses qu'on peut pas, qu'on ne s'autorise pas à livrer ailleurs, quoi. Parce que ce soit dans le couple, que ce soit dans la famille, les amis, le travail, il y a toujours des enjeux relationnels qui font que on peut ne pas s'autoriser à exprimer certaines choses. Tu vois, sans rentrer le détail parce que je vais garder la confidentialité, mais là j'ai animé une journée homme dimanche. Il y a un homme qui a livré quelque chose qu'il avait sur le cœur, j'ai envie de dire, depuis quelques semaines et qu'il a pas partagé ni famille, ni amis, etc. Mais là, l'espace, le fait d'être dans un cadre en fait, spécifique qui fait qu'il y a une sécurité, il y a une confidentialité, il y a un respect, un non-jugement, et ben tiens, là je m'offre cet espace, je m'offre ce cadre pour parler de choses ou traverser une émotion que je ne me suis pas autorisé à traverser au moment où j'aurais pu en fait. Et donc c'est vraiment se délester, il y a vraiment ce dépose. Tu vois, moi, à chaque fois que je me reconnecte à cet homme que j'étais avant, il y a une dizaine d'années, quand justement cette femme avec qui j'ai vécu 10 ans et que j'ai quitté, j'étais incapable de m'exprimer. Mais vraiment incapable. Déjà, je comprenais pas ce qui se passait en moi. C'est justement ces mouvements d'énergie en moi qu'on appelle émotion. Je ne savais pas ce que c'était et j'étais en mode waouh. Et j'avais une peur terrible de m'exprimer. J'avais une peur terrible de m'exprimer, de dire ce que je pensais, de dire ce que je ressentais. J'étais incapable de le faire de toute façon parce que je n'avais pas le vocabulaire. Et c'était un poids. Ça m'a amené à une dépression et parce que allez, on garde tout à l'intérieur, on amasse jusqu'à que ça explose et c'est ce qui se passe aujourd'hui beaucoup pour les hommes, bien évidemment aussi pour les femmes, mais il y a beaucoup de dépression, de burn-out, pire de suicide, malheureusement, chez les hommes, parce que bah il n'y a pas cette autorisation de livrer ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. Et les cercles de parole entre hommes amènent à ça. Et c'est généralement très puissant. C'est très puissant parce que voilà. Donc il y a retrouver des hommes dans ce même cheminement, s'offrir un espace où on va pouvoir livrer des choses qu'on n'a pas osé livrer ailleurs. Il y a vraiment une confidentialité et un non-jugement qui fait qu'il y a une autorisation, un cadre qui permet ça. Et il y a vraiment voilà, quand quelqu'un en plus s'autorise à le livrer, c'est un cadeau pour lui et un cadeau pour le cercle aussi, parce que c'est touchant et c'est voir la personne telle qu'elle est. C'est, comme je disais tout à l'heure, hein, ne pas exprimer toute une partie de soi, c'est-à-dire son monde émotionnel, c'est réducteur, quoi. Tu vois, quand dans le livre de la femme que j'ai interviewé l'autre jour, elle écrit à la fin être un homme aujourd'hui, c'est un privilège et un piège. C'est les deux à la fois, oui. C'est tout un tas de privilèges extérieurs pour nous, mais intérieurement, on n'a pas le droit de vivre notre monde émotionnel. Donc là, c'est voilà, s'offrir cette possibilité-là. Et la puissance du cercle aussi, c'est les effets miroirs. C'est que généralement, alors il y a des cercles où des fois c'est juste, tiens, qu'est-ce que je vis en ce moment, qu'est-ce que je peux déposer, mais moi dans mes cercles, il y a quand même, j'amène toujours des thématiques. Et vu que c'est des thématiques qui potentiellement touchent tout le monde, ce qui va se passer, c'est que quand je m'autorise, moi, tiens, on va parler justement, par exemple, sexualité, et ben, tiens, si je parle parce que j'ai du mal à bander, ou parce que j'ai eu une panne, ou j'en sais rien, etc., ou de parler d'une problématique que je rencontre,
Le fait, par exemple, moi, que je m'autorise à le dire, il y a peut-être un homme qui le vit aussi ou qui l'a vécu. Et le fait qu'ils le disent, waouh, ça va me faire du bien de me dire, tiens, je suis pas seul en fait à vivre ça. Et aussi, ça va me permettre de conscientiser. Il y a tout un tas d'effets miroirs en fait. Même des fois, des choses que tu as peut-être oubliées ou mis de côté, d'un coup, il y a un homme qui dit ça, il fait, waouh, c'est vrai que ça, en fait, je le vis. Et qu'est-ce que ça fait du bien de l'entendre en fait. Et je vais peut-être aussi m'autoriser à le dire et ça va me faire du bien. Et en fait, du coup, tu vois, on parlait d'homme conscient, c'est tiens, je conscientise en fait des choses que j'ai vécues, des comportements, des conditionnements, et je les mets à la surface, je les mets en lumière, et hop, et je peux les jeter derrière moi, je m'en délester et m'alléger en fait. Il y a vraiment il y a cette sensation d'allègement après un cercle. Je suis venu déposer des choses, je suis venu clarifier des choses, je suis venu mettre en lumière des choses, et j'enlève un peu tous les cailloux qu'il y a dans mon sac et que je me traîne depuis tellement longtemps là. Et waouh, ça fait du bien. Et pour moi, la médecine du cercle, que ce soit entre hommes, entre femmes ou mixte, qui est aussi encore un autre level. Pour moi, je souhaite qu'on tende aussi vers ça, parce que c'est aussi ultra intéressant. J'ai eu la possibilité d'en guider, et c'est génial de voir finalement que on n'est pas si différent que ça. Et, et donc voilà à quoi ça apporte. Je réfléchis, est-ce qu'il y a d'autres choses que ça amène, mais c'est déjà pas mal, je trouve. Ouais. Et puis ça amène vraiment de la fraternité. En tout cas, vraiment tiens, ça apporte du lien, et même si, tu vois, je rencontre cet homme dans ce cercle-là ou dans ce stage-là, il y a une connexion qui se fait, et je vais peut-être pas le voir pendant un an, et je le retrouve, et j'aurais vécu. C'est ça qui est puissant avec les cercles, c'est que vu que les gens, les hommes se montrent tels qu'ils sont, tu peux passer 2 heures avec un homme dans un cercle, avoir plus de liens qu'avec ton meilleur pote que tu vois tous les jours, parce que il y a quelque chose de profond qui a été partagé, quoi. Et ça c'est fort. Ouais. En t'écoutant, c'est vraiment porteur d'espoir. Et quand on écoute par exemple ton histoire, ça prouve que nos vides, en fait, tu vois, le vide que tu avais par rapport au langage, la parole et tout, ça devient nos plus grandes forces pour le peu qu'on commence à les travailler, et puis à rentrer dans ce chemin de guérison, et ça, c'est juste merveilleux, quoi. Donc, je vais te reparler des statistiques, parce que tu vois, avant de te voir, j'ai regardé pour voir comment ça se passait un peu dans le podcast. Ouais. Et en fait, il y a beaucoup moins de gens dans la trentaine, 40 qui écoutent le podcast, et ça augmente à partir de 45 ans, tu vois. Donc, comme si les hommes, plus ils vieillissaient, plus ils commençaient à s'ouvrir à leur spiritualité. C'est un peu ce que je lis dans ces statistiques. Et donc oui, porteur d'espoir, et que il se passe des choses dans la trentaine qui nous permettent aussi de plus s'écouter, et puis aussi ce qu'on entend maintenant. Des hommes comme toi qui commencent à prendre la parole, et puis qui diffusent un peu ce travail sur soi, même si j'aime pas trop travailler sur soi, mais Ouais, moi non plus. Bon, après. Ouais. Oui, après, de toute façon, je pense que on est là, les 35-45, jusqu'à 50 quand même. Bon, après, ça dépend, il y a bien sûr, c'est réducteur, mais on est la première génération qui est un peu qui a cette possibilité de réfléchir sur soi, en fait. J'aimais bien aussi une thérapeute, ce qu'elle m'avait dit, elle me disait, on est dans une société en fait qui a un tel confort de vie qu'en fait nos besoins primaires, c'est plus une inquiétude, et donc du coup on peut se tourner vers d'autres besoins en fait, qui sont la compréhension de soi, l'élévation, etc., quoi. Et c'est vrai que c'est chouette. Et moi, je sais que effectivement dans mon podcast, la grande majorité des hommes ont quand même entre 35 et 45 ans. Parce que je pense que c'est un âge, tu vois, on parle souvent de la crise de la quarantaine. Bon, moi, je l'ai eu à 30, mais mais je pense que... Et puis, voilà, clairement, la femme a bougé, se positionne et s'est positionnée ces derniers temps. Donc, du coup,
c'est mathématique. En face, ça oblige les hommes à bouger, en fait. Ouais. Voilà. Ouais, Ça se fait carrément. doucement, mais ça bouge. Tu vois, moi, je rencontre souvent des thérapeutes. Tu parlais de thérapeute tout à l'heure, à ton micro, je rencontre quand même pas mal de thérapeutes qui me disent qu'elles voient de plus en plus d'hommes en thérapie. Donc, Mmh. Ouais, ça vient, ça vient. mm, mm, On est au balbutiement, je pense, de cette expansion de mm, conscience. mm, mm. C'est chouette. Ah oui, j'avais une question. Bah, les questions de la fin, là, cette saison, c'est sur, les capacités extrasensorielles. Qu'est-ce que peut-être toi, ça t'a permis de développer, d'avoir enlevé, ces conditionnements, ces schémas, d'avoir enlevé tout ça? Est-ce que ça t'a ouvert à plus de sensibilité envers toi-même et au monde, des capacités que tu avais peut-être pas avant ou que tu as développées? Alors, ouais, j'essaye de me faire conscience petit à petit sur ces capacités, ou en tout cas sur des choses. J'essaie d'être curieux, en fait, de tiens, qu'est-ce que je perçois. Alors, je sais pas si c'est des capacités ou je les ai développées, le fait que je sois très attentif au relationnel, à ce qui se joue dans les relations, aux rencontres, aux énergies. J'arrive à percevoir les énergies des personnes. Ouais, si quelqu'un est plus yang, plus yin, son état, par sa posture aussi, tu vois, c'est aussi c'est tout un tas de choses qui me donnent des renseignements un peu sur les gens. Et, et, et même, tu vois, quand les gens commencent à me parler peut-être de leurs relations, notamment de couple, j'arrive un peu aussi à voir ce qui se joue dans les liens d'attachement, etc., quoi. Donc, je sais pas dire si c'est extrasensoriel ou si c'est un apprentissage d'observation, mais ouais, il y a quand même, oui, j'ai quand même des ressentis euh, sur les émotions, sur ce que vivent les gens, et après, je dirais, il y a des choses que je continue d'expérimenter. Il y a peut-être deux choses que je trouve formidables. La première, et c'est parce que des gens ont commencé à me faire des retours il y a quelques années, c'est que quand je suis dans un groupe, j'ai cette capacité naturelle, le fait d'être dans le groupe, qu'il y a une espèce d'osmose, quelque chose qui se passe, qui fait que le groupe vive bien. Par ma présence, il se passe quelque chose. Mmh. Et sans faire quelque chose de particulier, mais en étant là, c'est comme si j'étais un espèce de lien entre tout le monde, pour une certaine fluidité. Comme j'étais l'espèce de un chaînon manquant, et justement, quand j'étais guide accompagnateur avant, ou quand je suis dans des espaces en groupe, que ce soit que moi j'organise ou que dans lequel je participe, je peux être cette espèce d'électron qui fait le lien. Et du Mmh. coup, ça a été suite à plusieurs commentaires dans mon métier d'accompagnateur que ça m'a révélé. Et puis, je sais pas si c'était Human Design, mais dans mon Human Design, j'ai ça. Mmh. Que ça a été aussi une confirmation par mon Human Design. OK. Et après, non, L'intuition, quoi, ouais, et puis aussi. de plus en plus aussi, quand je rencontre des gens, quand je sais qu'il va se passer des choses avec ces gens-là, je sais pas, je le sais direct. Il y a un truc, Ouais. je rencontre, je fais OK, toi et moi, on se connaît, il va se passer quelque chose. Mmh. Et quelle que soit la rencontre, hein, mais voilà. L'autre jour, oui, je suis allé acheter un objet à quelqu'un sur le bon coin, et quand j'ai rencontré cet homme, je me dis, lui, il va venir à mes cercles. C'était sans qu'on ait discuté de ce qu'on faisait, ce que je faisais, etc. Je me suis dit, lui, il va se passer quelque chose. Et ça n'a pas loupé. Il y a quelques jours, il y a un des hommes que j'accompagne dans le cercle qui m'a dit, ah tiens, il paraît que tu as rencontré tel gars, et tu lui as acheté des gants de boxe. Il est peut-être intéressé par les cercles d'hommes. Je fais, ouais. J'avais envie de dire, je sais. Tu vois. Donc, oui, voilà. Je m'estime pas avoir des capacités extrasensorielles, mais je suis juste curieux de voir ce qui se passe, en fait, et d'apprendre Mmh. sur moi, de
que ce soit les synchronicités, les émotions, les intuitions. C'est encore c'est encore un chemin à bien parcourir, je crois, pour moi. Peut-être que ce passage dans un podcast sera une espèce de petite graine qui continuera à germer. Ok, merci Loïc. Où est-ce qu'on te Merci à toi. retrouve? Un peu partout. Notamment sur Insta, sur Instagram, que ce soit mon compte personnel Loïc Gernaud, ou personnel professionnel, pardon, ou que ce soit celui du podcast d'Homme à Homme. Après, le podcast, il est trouvable un peu partout, que ce soit sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, YouTube et consorts. Voilà, et j'ai un site internet, loicgernaud.fr, et puis voilà. Et mon nom de DJ, c'est Iclo, et voilà, j'ai une page SoundCloud si vous voulez voir écouter les sets. Et ouais, voilà, Ouais. Et puis, un peu tout ça. tes cercles, la dernière fois, c'était à Hossegor, c'est ça? J'en anime, ouais, entre Osgore, un peu aussi sur le Pays Basque. Voilà. Et puis après, ça m'arrive aussi d'être soit assistant ou soit des collaborations à droite à gauche sur des stages hommes. Ouais, tu m'as Ouais, parlé d'une extatique en mars à côté de Pau à côté de aussi. Pau, ouais, voilà. Puis oui, j'ai bon espoir de vadrouiller à droite à gauche en France, faire danser tout ce petit monde. Parce que ouais, pour moi, c'est un espace aussi qui me reconnecte à mon enfant intérieur et à la joie. Je trouve que on est dans une société qui manque, qui a mis un peu la joie de côté, et je trouve que la danse fait partie des pratiques qui, qui nous reconnectent à la joie, et danser tous ensemble dans la joie, c'est plutôt chouette. Ouais. J'ai hâte de venir participer, moi. Oui, c'est le bienvenu. Eh ben, merci Loïc. Merci à toi, Angélique. Et merci à tous pour votre écoute. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chronique Cosmique. Salut. Si tu veux aller plus loin dans l'exploration de ta spiritualité et vivre une transformation profonde, je t'invite à rejoindre la Cosmic Academy. C'est un espace unique où l'expérience directe est au cœur de chaque pratique pour t'aider à incarner pleinement ta connexion à l'univers et à avancer sur ton chemin spirituel entouré d'une communauté alignée. Toutes les informations sont sur cosmic-academy.com. À très vite.